Bonjour. L'unité d'enseignement intitulée Morphogénèse crânio-faciale est destinée à donner aux étudiants de PACES des notions fondamentales du développement de la tête et du cou. Cet enseignement est réparti entre différents enseignants, différentes spécialités, à savoir de chirurgie dentaire et de maxillofaciale. Nous allons commencer cet enseignement par l'origine et le devenir des crêtes neurales. Nous allons suivre un plan très simple qui partira de l'historique des généralités pour rappeler quelques notions sur la formation du système nerveux central qui est indispensable pour la mise en place de ces cellules des crêtes neurales. Après, nous allons évoquer quelques notions de leur mise en évidence, leur transition ectomésenchymateuse ou épithéliomésenchymateuse, leur régionalisation et leur migration, et nous allons évoquer quelques notions de pathologie. Il faut noter que c'est en 1829 que la notion des 3 feuillets embryonnaires a été confirmée scientifiquement, et ce n'est que dans les années 1970 que Nicole Le Doirin a mis en évidence les différentes étapes de dissémination et de différenciation des cellules des crêtes neurales. Ces cellules des crêtes neurales sont à l'origine d'un essaimage cellulaire dans tout l'embryon. Elles vont constituer les bords de la gouttière neurale, donc vont se mettre en place lors de la formation du système nerveux central. Ces cellules vont se multiplier activement et vont subir une transition épithéliomésenchymateuse qui sera prémisse à leur future migration avant d'aller se fixer dans des zones de différenciation appelées placodes. Ces cellules sont multipotentes, c'est-à-dire organisatrices de la variété tissulaire et sont capables d'influer une variété phénotypique telle que nous le voyons sur cette diapositive, et d'où la notion de polymorphisme, c'est-à-dire que depuis le bec de l'oiseau en haut à gauche jusqu'au pelage des souris en bas à droite, les crêtes neurales sont impliquées dans cette diversité phénotypique. Pour revenir à la formation du système nerveux central, indispensable à la mise en place des cellules des crêtes neurales, il faut savoir que toutes les notions acquises en histologie et en embryologie par les étudiants sont utiles, et le présent cours n'a pas pour vocation à remplacer ces notions-là. Bien au contraire, il complète ces notions fondamentales déjà acquises pour permettre aux étudiants de mieux comprendre l'évolution des phénomènes. En venant par exemple au stade de blastula, ou stade auquel on peut définir un pôle animal et un pôle végétatif à l'embryon, autrement dit une face ventrale et un dos, à ce stade, les cellules des crêtes neurales peuvent déjà être marquées, localisées, et on peut déjà suivre leur trajet. Au stade didermique, lors de la formation d'un sillon primitif appelé ligne primitive, qui est un véritable centre organisateur, nous assistons à une invagination cellulaire pour aboutir à la formation du mésoderme et à la notocorde. Cette notocorde sera le futur, ou plutôt la future colonne vertébrale, et qui va arrêter sa formation juste avant la future membrane pharyngène au niveau de l'extrémité céphalique. On va donc distinguer une région précordale et des régions paracordales autour de cette notocorde. Nous savons que la formation du système nerveux central va passer par plusieurs stades, et notez que c'est le premier stade d'évolution des 3 feuillets vers la différenciation tissulaire. La formation de la plaque neurale, qui commence par un épaississement épithélial du neuroectoderme, va évoluer, va voir se mettre en place un véritable bourrelet neural en forme de raquette, comme le montre cette diapositive, avec une individualisation des futures crêtes neurales.
au sommet d'une prolifération cellulaire, donc la plaque neurale et les bourrelets neuronaux. On note la présence d'un neuropore antérieur et postérieur qui vont disparaître successivement. Ces cellules, ces futures crêtes neurales sont toujours recouvertes par une pellicule ectodermique monocellulaire et nous avons dit tantôt que les neuropores céphaliques et caudales vont disparaître successivement le 24e jour et le 26e jour. Ces phénomènes se font bien sûr avec l'implication de certaines molécules, certaines protéases, à des doses très très faibles, à savoir la matriptase, l'epsine, la prostasine, qui vont activer certains gènes par 1 et par 2. Lors de la fermeture du tube neural, cette fermeture va jouer un véritable rôle morphogène par la production d'un gradient morphogénique dû au BMP, ces molécules facteurs de croissance qui sont produites par l'ectoderme avec leurs inhibiteurs antagonistes donc qui sont produites par contre au niveau de la notochorne et du mésoderme somitique. Ces cellules des crêtes neurales ont une grande capacité migratoire et une grande diversité phénotypique comme on l'a dit tantôt. Elles vont migrer vers des zones de différenciation appelées placodes, elles vont migrer dans le sens dorso-ventral et envahir le mésoderme céphalique. À la 4e semaine, lors de la formation du stomodéum, c'est-à-dire la bouche primitive, nous pouvons distinguer des placodes à la 5e semaine, des placodes olfactifs, qui sont donc ces épaississements ectodermiques qui vont évoluer vers l'organe des sens olfactif. Les BMP sont cruciaux à la spécification de la plaque neurale et de la crête neurale. Finalement, ces BMP seront cruciaux pour la différenciation du système nerveux tout entier. Et s'il faut retenir quelques-unes des BMP, ce sont les BMP2, 4, 5 et 8, qui sont présents dans tout l'ectoderme avant la formation même du tube neural. Ces BMP vont s'exprimer le long de l'axe dorsal, crânio-caudal, et leurs antagonistes sont produits par le mésoderme et surtout par la corde. Ces deux éléments, c'est-à-dire les BMP et leurs antagonistes, vont constituer un véritable champ morphogénétique spécifique qui va induire une différenciation cellulaire du tube neural. Et cette spécification rend quasiment unique la destinée de chaque cellule. Comment on a pu les mettre en évidence? Par des techniques de marquage, et toutes ces expériences, vous pourrez les retrouver sur les supports PDF qui sont mis à votre disposition, et en réalisant des coupes histologiques d'embryons de chaque stade et à chaque étage. C'est-à-dire que l'embryon était sectionné, était disséqué de façon dans le sens crânio-caudal à chaque stade pour pouvoir mettre en évidence ces cellules des crêtes neurales. Là encore, vous trouverez toutes les expérimentations faites dans vos supports PDF. En résumé, ce qu'on peut retenir, c'est que les cellules des crêtes neurales sont des cellules multipotentes. Ce sont des populations non homogènes et la population différenciée des cellules des crêtes neurales serait ultra minoritaire dans la mesure où elles doivent aller induire justement la différenciation des tissus des territoires non encore définis. Leur devenir le long de l'axe rostrocaudal. Il faut noter que leur devenir est tributaire de 4 grands phénomènes: transition épithélio-mésenchymateuse, la migration, l'agrégation et la différenciation tissulaire. Le long de l'axe rostrocaudal, on peut noter 4 sources cellulaires. Donc la source cellulaire, le groupe céphalique, le groupe vagal, le groupe troncal et le groupe lombosacré. Chacun de ces groupes aura une finalité bien spécifique. Et on peut déjà s'avancer à comprendre que le groupe qui va surtout impliquer ce chapitre sera le groupe
des cellules de crête neurale céphaliques. Tel que le montre cette diapositive, au stade où le système nerveux passe du stade de 3 vésicules au stade de 5 vésicules, on peut arriver à répartir depuis cette extrémité céphalique à l'extrémité lombosacrée les différents groupes évoqués, les différents groupes des cellules des crêtes neurales. Le schéma en bas à droite vous montre, à partir des flèches rouges, la migration de ces cellules des crêtes neurales depuis la partie dorsale jusqu'à la partie ventrale et depuis l'extrémité céphalique jusqu'à l'extrémité caudale. Les cellules, les crêtes neurales céphaliques sont donc localisées en 3 secteurs. Au stade, le secteur prosencéphalique, c'est-à-dire le futur cerveau antérieur, mésencéphalique, le cerveau moyen, et rhombencéphalique, le cerveau postérieur. Chacun de ces secteurs regroupe des cellules de crête neurale dont la vocation, dont la destinée sera différente. Celles céphaliques, par exemple, vont fournir tout le système nerveux crânien. Elles vont fournir les tissus du crâne, de la face et de la partie antérieure du cou. Donc la quasi-totalité du massif osseux crânien, excepté bien sûr quelques éléments osseux, à savoir l'os occipital et la partie postérieure du sphénoïde. Tous les tissus dentaires, excepté l'émail. Et il faut noter que c'est la seule partie de la crête neurale, c'est-à-dire la partie céphalique, qui est à l'origine de dérivés mésenchymateux aussi nombreux et variés. Les crêtes neurales de la jonction céphalo-troncale ont aussi une finalité différente, c'est-à-dire que celles, par exemple, du rhombencéphale vont former la média de la crosse aortique et des gros vaisseaux qui en sont issus. Et nous avons aussi la crête neurale cardiaque. La crête neurale sacrée, elle va donner les neurones ganglionnaires du système parasympathique sacré. Ces cellules des crêtes neurales, avant de migrer, elles vont acquérir, elles vont se transformer. C'est la fameuse transition épithélio-mésenchymateuse. Il est à noter que les cellules épithéliales sont caractérisées par des molécules d'adhésion. Ce sont ces molécules qui vont leur permettre de se déplacer par reconnaissance tissulaire, alors que les marqueurs mésenchymateux sont plus variés. Cette transition ectomésenchymateuse est sous l'influence de gènes qui sont portés par les cellules non migratrices et mésenchymateuses de la plaque neurale. Ces cellules vont exprimer, à leur surface, bien entendu, les BMP4 et les BMP7. Les gènes qui sont impliqués dans la spécification de la migration des cellules de crête neurale, il faut revenir à la notion de champ morphogénétique des BMP et leurs inhibiteurs. On a des activations séquentielles dans le gradient variable des BMP et le gène PAX3 est responsable du déterminisme de la migration des cellules de crête neurale et son absence provoquerait des malformations cardiaques graves. Ce schéma nous montre justement toutes les molécules, tous les gènes qui sont impliqués dans ces phénomènes avec toujours une localisation de ces cellules de crête neurale au moment de la formation du système nerveux central. Les gènes et facteurs qui sont impliqués dans le maintien de la maturation des cellules de crête neurale, il faut noter que les réactions sont conditionnées généralement par des contacts membranaires, puisque ces structures vont exprimer au niveau de leur membrane certains marqueurs, certains déterminants qui vont leur permettre justement de s'agréger et de déclencher toute l'avalanche des réponses qui seront modulées par des facteurs d'activation nucléaire multiples. Certains gènes seraient donc incontournables dans ces phénomènes. Ce sont ceux qui sont marqués là, c'est-à-dire SNAI, SLUG, FOXD3, SOXE et ID3. Et sur cette diapositive, on voit bien
depuis l'ectoderme jusqu'à la formation de la plaque neurale, on voit le gradient des BMP et celui de leurs antagonistes qui vont permettre justement de moduler cette action et permettre aux cellules des crêtes neurales de se déplacer, de migrer donc pour pouvoir aller se fixer dans différents secteurs pour permettre la différenciation de ces tissus. Certains gènes vont contrôler l'activation, la maturation de ces cellules des crêtes neurales avec leur induction par des facteurs de croissance, donc les BMP et d'autres molécules. On retrouve ici l'action principale qui est le contrôle du cycle cellulaire, l'adhésion intercellulaire et la modification du cytosquelette. Donc on retrouve bien leur activité multifactorielle, à savoir une détermination dorso-ventrale, une ségrégation des cellules des crêtes neurales qui va les préparer à la migration et l'inhibition de l'apoptose qui est le contrôle de la mort cellulaire programmée et la transition épithélio-mésenchymateuse qui sera l'étape qui va préparer ces cellules à la migration vers des territoires indifférenciés. En fait, on pourrait se poser la question s'il y aurait des gènes qui président la détermination de ces cellules à migrer et à se transformer. Bien entendu, il faut noter que tout commence avant même la fécondation. C'est-à-dire que lors du développement, les morphogènes vont déterminer l'axe antéro-postérieur et ces morphogènes sont produits par des cellules folliculaires ou nourricières de l'ovaire. C'est-à-dire que depuis même la cellule maternelle, on va retrouver des structures, des éléments, des molécules qui vont influencer l'évolution de l'œuf dans ce sens, puisqu'ils sont stockés dans le cytoplasme de l'ovocyte et représentés soit par des protéines, soit par des ARN messagers. Et les premiers gènes exprimés sont donc des gènes maternels et qui seront ensuite redistribués aux cellules filles. Au stade de blastoderme, les ARN zygotiques sont transcrits dans un embryon dont les grands axes sont déjà déterminés. Donc on a un embryon sectorisé. On a une organisation discrète qui, à la longue, donnera naissance aux parties distinctes du corps. Et tout ça, toute cette organisation se fait dans trois grands axes. Et ces trois grands axes vont définir ces différentes parties du corps. Donc on peut noter en gros trois bandes larges qui vont définir l'axe crânio-caudal, c'est-à-dire de l'extrémité céphalique à l'extrémité caudale. Trois bandes larges qui vont définir l'axe dorso-ventral et vont donc partager et tronçonner les régions dans lesquelles se forment le mésoderme, le neuroectoderme et l'ectoderme dorsal. On a donc un embryon qui est saucissonné, qui est compartimenté, tel qu'on vient de le dire. Les gènes maternels vont donc établir des gradients antéro-postérieurs et dorsaux-ventraux, soit 3 dans un sens et 3 dans l'autre selon les axes que nous avons définis tout à l'heure. Et les premiers gènes de segmentation activés par les gènes maternels sont des gènes GAP. GAP parce que ce sont des gènes, quand ils sont amputés en quelque sorte, ils provoquent des lacunes. On note 4 gènes lacunaires, 8 gènes de parité de segments, 16 gènes de polarité de segments, et les gènes de segmentation vont ensuite segmenter l'embryon en formant des bandes de plus en plus fines et parfois larges d'une cellule dans l'axe antéro-postérieur. On a donc un programme de gènes qui divise l'embryon en segments spécifiques et parfois larges d'une cellule. Il faut noter que les interactions entre les cellules ou entre cellules et matrix extracellulaires s'établissent par des contacts directs ou alors par sécrétion. Elles peuvent être conditionnées par des champs morphogénétiques du type BMP et leurs antagonistes. Dans ce contexte spécifique de cellules quasiment uniques, des gènes architectes appelés homéobox vont intervenir.
Ces gènes seront actifs successivement le long de l'axe crânio-caudal et vont imposer un programme qui va aboutir à la différenciation quasi spécifique de chaque cellule, de chaque segment. Et les principaux gènes homéobox sont ceux qui sont notés ici, à savoir PAX, EMX, OTX, OXA, OXB, MSX1, 2 et DLX. Le gène SOX9 code pour la mise en place des cellules des crêtes neurales de la corde et de l'oreille interne. Son activité au niveau des premiers et troisième arcs pharyngés est dépendante de la bêta-caténine. Les voies de migration, c'est-à-dire qu'une fois que ces cellules des crêtes neurales ont acquis cette fonction, c'est-à-dire ont subi cette transition épithélio-mésenchymateuse, elles vont devoir migrer. C'est un phénomène complexe, une véritable programmation spatio-temporelle stricte en direction ventrale et très peu de la partie rostrale vers la partie caudale. Et cette migration se ferait entre l'ectoderme dorsal et les somites ou alors les dermomyotomes, quelques-unes plus en surface sous l'ectoderme, mais rarement à travers les somites. De nombreux espaces donc acellulaires bien délimités vont former des couloirs qui vont permettre à ces cellules des crêtes neurales de se déplacer et rejoindre leur territoire cible. En résumé, la mise en place des cellules des crêtes neurales, depuis le bourrelet neuronal, ces cellules des crêtes neurales vont se mettre en place dès le moment du système nerveux, la formation du système nerveux central. Après, ces cellules vont devoir subir une transformation épithélio-mésenchymateuse sur la face dorsale. Et au deuxième mois, dans la partie céphalique, il y a une direction principale vers, ces cellules des crêtes neurales auront une direction principale vers les arcs pharyngés, tels que du prosencéphale vers la placote nasale, du mésencéphale vers le rhombomère 1 et 2, du rhombomère 1 et 2 vers le premier arc branchial. Notez que les rhombomères 3 et 5 ne produisent pas de cellules migrantes. Les cellules de leur crête neurale vont subir une apoptose. Ce schéma nous montre, par des petites flèches que nous voyons ici, l'origine de certaines cellules, des cellules des crêtes neurales et surtout les territoires vers lesquels elles vont migrer. Tous les territoires, ce qu'il faut noter, c'est que tous les territoires de cette extrémité seront envahis dans la partie céphalique par les cellules des crêtes neurales. On peut donc voir les trajets de ces cellules des crêtes neurales et la mise en place des grands axes nerveux, tels que par exemple la crête neurale qui va donner le groupe trigéminal en direction des territoires qui lui sont destinés. Nous allons terminer par quelques notions de pathologie. En réalité, ces pathologies sont complexes. Ces pathologies peuvent concerner tout le système nerveux ou ne concerner que les crêtes neurales. Ces pathologies sont associées à de nombreux facteurs environnementaux et temporels. Et ces pathologies des dérivés ectomésenchymateux des cellules des crêtes neurales permettent d'approcher la pathogénie des syndromes malformatifs crânio-faciaux. Les atteintes des crêtes neurales, proprement dites, sont appelées neuroclystopathie. C'est un groupe hétérogène de maladies liées plus souvent aux anomalies de la migration ou de la prolifération des cellules des crêtes neurales. Les plus fréquentes se manifestent en cas de défaut de migration, telles que par exemple la maladie de Hirschsprung, et d'autres vont se manifester par défaut de prolifération, telle que la neurofibromatose de von Reichenhausen, la plus fréquente des neuroclystopathies. On a aussi la sclérose tubéreuse de Bourneville et le phéochromocytome. Donc, si il faut faire une petite conclusion, c'est que les cellules des crêtes neurales se mettent en place au moment de la formation du système nerveux central. Ces cellules sont indispensables pour la différenciation, pour déclencher l'organogenèse au sein de l'embryon. Ces cellules, avant d'aller influencer ces territoires indifférenciés, vont devoir subir une transition épithélio-mésenchymateuse
transformation qui va leur donner cette propriété migratoire, cette capacité migratoire pour leur permettre de se déplacer et aller se localiser, aller envahir l'extrémité céphalique de l'embryon et induire la différenciation tissulaire localisée. Bien entendu, avec une spécification bien notée. Le prochain cours, après ce premier chapitre, va enchaîner sur la mise en place de l'appareil pharyngé. Je vous remercie.